Salut les gens, aujourd'hui on va au Muséum d'Histoire Naturelle. J'ai un petit peu un accès VIP. Nous sommes lundi, normalement c'est le jour de fermeture du musée. Donc je vais avoir le musée pour moi tout seul. Ça va plutôt être fun. D'après ce que j'ai compris, j'aurai accès à qu'une seule galerie à la fois. Donc ça veut dire que je vais devoir faire plusieurs vidéos pour vous présenter tout le musée. Donc bon, normalement ça ne va pas poser de problème, je vous ferai plusieurs séquences sur le musée et voilà. Donc let's go! Bon, on est lundi, donc le musée est 100% vide, le musée est fermé normalement. Donc j'ai tout le musée pour moi tout seul. Donc je vais pouvoir vous montrer plein de choses. Malheureusement, étant donné que je suis seul et que donc il n'y a pas de surveillant, je ne peux accéder à une seule galerie à la fois. Du coup, j'ai commencé par le rez-de-chaussée. Nous sommes dans la galerie des animaux de la région. Donc tout ce qui est européen et suisse sont représentés. Il y a beaucoup d'oiseaux naturalisés. Bon, un peu moins de mammifères et d'autres animaux. Parce que bon, une grande partie de la faune que l'on peut observer en Suisse, c'est quand même des oiseaux. Donc je vais essayer de vous montrer les plus intéressants. Et je pense que la vidéo sera en 2 voire 3 parties. Comme le musée comporte 4 étages, qui sont en 3 galeries si je dis pas de bêtises. Donc il y a celle-là, celle où je suis, qui est la galerie des animaux de la région. Ensuite au premier étage et au deuxième étage, comme ils sont communes, les 2 galeries communiquent, c'est tout ce qui est animaux exotiques. Beaucoup d'oiseaux naturalisés exotiques, tout simplement magnifiques. Avec une grande galerie de la savane, avec tout ce qui est lion, gnou, hippopotame, éléphant, en naturalisé également. Et au dernier étage, il y a tout ce qui est minéraux et dinosaures. Dinosaures, je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble actuellement, étant donné que la galerie des dinosaures était en travaux la dernière fois que je suis venu. La dernière fois c'était pour la nuit au musée. Et en fait, bon, cette partie n'était pas dans le noir, étant donné qu'il y avait 2-3 activités pour les enfants, dans le genre reconnaître ce que c'est avec des morceaux d'animaux, dans le genre des cornes, des morceaux de carapace, essayer de retrouver quel était l'animal d'origine. Donc c'était super sympa, c'était très ludique. Après, la partie qui était vraiment cool, c'était durant au musée, c'était la galerie justement des animaux exotiques et de la savane. Comme elle était dans le noir et la visite se faisait à la lampe de poche. Donc tu venais avec ta lampe de poche, tu te baladais et tout. C'était vraiment super sympa. Bon, moi évidemment, étant donné que je suis pas normal dans ma tête, je suis venu, j'avais une grande cape, une chapka avec des cornes et une lanterne. Donc tu vois le mec qui est complètement what the fuck qui débarque, voilà. Et ensuite il y avait toujours la galerie des minéraux au dernier étage. Mais elle, bon, la partie des dinosaures était en travaux donc on l'a pas du tout vue. Et la partie des minéraux était à peu près normale comme d'habitude. Bon, il faisait une visite guidée avec un minéralogue, donc un professeur de l'université qui vous expliquait des choses. Là, moi je trouve ça super intéressant, étant donné que je suis plutôt scientifique, que tous ces genres de choses ça me parle. Mais le problème c'est comme il parlait comme un professeur d'université, il a perdu les 3/4 de son public dès le départ. Donc c'est dommage parce que ce qu'il disait était super intéressant. Donc voilà. Là tout de suite nous sommes au début des oiseaux. Donc on va commencer par les oiseaux du lac, tout ce qui est mouette, goéland, et les corvidés, donc tout ce qui est corbeau, corneille, et les passereaux, moineaux, mésanges et compagnie. Comme je vous ai dit, nous sommes au niveau des corvidés, et je vais vous montrer comment distinguer 2 animaux que tout le monde confond à peu près. C'est la corneille, ici présente, que tout le monde appelle le corbeau, alors qu'un corbeau, ça ressemble à ça. Bon, je suis d'accord, il n'y a pas une grande différence. Ces 2 sont à peu près de la même taille, ils sont tous les 2 noirs. Mais le corbeau a un bec blanc, un petit peu blanchâtre. Malheureusement, on ne voit pas vraiment sa tête, mais normalement la tête est un petit peu dégarnie sur l'avant. Bon, ensuite nous avons la célèbre pivoleuse, qui, ce n'est pas une légende, vole bien les objets qui brillent. C'est pas vraiment qu'elle les vole, c'est qu'elle les trouve intéressants, elle les rapporte à son nid, elle s'amuse avec. Donc voilà. Ensuite nous avons un autre corvidé qui est le jet des chênes, si je dis pas de bêtises.
Le jet des chênes est un oiseau qu'on trouve plus à la montagne quand même. On en voit relativement rarement en ville telle que Genève. C'est un oiseau qui est vraiment très intéressant à observer quand il se nourrit. Moi j'en avais beaucoup dans le jardin à mon chalet dans le Valais. Et c'était vraiment un oiseau qui était passionnant, car c'est un petit peu le roi du jardin. Dès qu'il arrive, il y a tout le monde qui le respecte, alors qu'avant c'est un petit peu le bazar. Là il y a tout le monde qui se tient à carreau quand il arrive. C'est vraiment un oiseau avec un sale caractère en plus. Et tout en haut, ce n'est pas encore vidé, mais je vous le montre. Oui, excusez-moi, j'ai coupé, comme j'avais un petit problème avec mon trépied, il ne me permettait pas de monter plus haut à cause d'un petit problème. Donc voilà. Donc en haut, ce sont les étourneaux. C'est les oiseaux qu'on voit très souvent voler en boule, vous savez, au-dessus des champs, qui font des vols super synchronisés, super classe. Je vais essayer de regarder si je vous trouve un extrait de vidéo où on les voit en vol synchronisé. Et en fait, Shakespeare parlait beaucoup de ces oiseaux dans ses œuvres, les étourneaux. Et en fait, un de ses fans, entre guillemets, une personne qui aimait beaucoup la littérature de Shakespeare et trouvait ces oiseaux très romantiques, dirons-nous, avait eu la très mauvaise idée d'en apporter une trentaine à New York pour avoir des vols d'étourneaux dans New York. Mais le problème, c'est que ces oiseaux n'étaient pas du tout présents là-bas et n'avaient pas les mêmes rapaces qu'on avait ici en Europe. Et en fait, maintenant, c'est devenu un vrai problème là-bas. Comme en fait ils ont proliféré, ils sont considérés comme une espèce nuisible et invasive en plus, étant donné que c'est pas leur milieu d'origine. Et ils foutent un bon boxon ces oiseaux, malgré leur vol tout à fait magnifique. Oui, juste à côté de la galerie des corvidés et des passereaux, il y a un grand corbeau qui est un petit peu à part. C'est un oiseau qui est vraiment magnifique, qui est vraiment très imposant, il doit faire une quarantaine de centimètres de long. C'est un oiseau que je n'ai jamais vu en vrai, que j'aimerais beaucoup voir car ça doit être vraiment très impressionnant. À ma connaissance, ils sont plutôt rares et vivent en haute montagne, donc au-dessus de 700 mètres jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Et encore plus haut, sur les cols, style col du Grand Saint-Bernard, il y a des choucas. Je ne sais pas du tout s'il y en a un dans la galerie. Si j'en trouve un, je vous le montrerai. Bon, nous sommes de nouveau à côté des corbeaux. Sauf que cette fois, nous sommes dans la galerie des passereaux, donc des petits oiseaux. Et je vais vous montrer donc les moineaux. Tout le monde connaît les moineaux. Hein. Tout le monde a vu ces petits oiseaux super mignons qui sont plutôt familiers. Je vais vous apprendre à différencier le mâle de la femelle, pour ceux qui ne connaissent pas. À droite de l'image, pas complètement à droite, hop, voilà, là, à droite de l'image, c'est un mâle, car on voit qu'elle a une cravate. Donc tout le dessous de la gorge noir. Et la femelle, qui elle est complètement terne et de la même couleur, donc entièrement brun. Après, une chose que nous qui ne connaissons pas beaucoup les oiseaux ne savons pas forcément, c'est qu'il existe plusieurs variétés de moineaux en Suisse. Donc en 17, c'est le moineau cisalpin, qui est une espèce qui est plus proche de l'Italie. En 18, c'est le moineau friquet. Le moineau friquet, c'est ceux que normalement j'ai chez moi, donc j'essaierai de vous en prendre des images. Apparemment, le mâle et la femelle sont identiques, donc tous les deux ont leur cravate au niveau du cou. Le 19, c'est le moineau solsi. C'est un moineau qui n'est plus du tout présent en Suisse. Je ne le connaissais pas avant aujourd'hui, donc bon, je vous en parle parce qu'il est là. En 20, c'est pas une espèce de moineau, c'est un Iverolote alpine. Donc voilà, c'est une variété qui niche en haute montagne. Et à côté, nous avons un magnifique moineau Made in China. Apparemment, ils ont de l'humour au musée d'histoire naturelle. Bon, les galeries étant très complètes et très vastes et comprenant toutes les espèces d'oiseaux de la région, je ne vais pas tous vous les présenter car sinon la vidéo va faire 36 heures et ça va pas forcément être super intéressant. Donc je vous montre vite fait un petit aperçu de tous les oiseaux, toutes les galeries qu'il y a. On va retourner vers les oiseaux de la mer, les oiseaux du lac en l'occurrence. Bon, au début de la galerie, on a tout ce qui est labes. Les labes sont des oiseaux que je connais pas vraiment. Oui, il y en a plusieurs variétés, mais j'en connais vraiment aucune. Après, il y a tout ce qui est goéland. Les goélands, c'est vraiment un oiseau qui m'avait marqué parce que j'en avais vu au centre ornithologique à Genève, en captivité, donc des oiseaux qui avaient été récupérés parce qu'ils étaient blessés ou malades. Et en fait, le goéland, il a vraiment une tête très très agressive normalement. Ici, ils les ont naturalisés avec une tête plutôt sympa.
Mais en vrai, les goélands ont vraiment une tête qui a l'air vraiment méchante. Ça a vraiment l'air d'être un oiseau méchant. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être de là que vient la légende comme quoi il ne faut jamais chasser un goéland d'un bateau. Après, nous avons tout ce qui est mouette et tout ce qui est plus petit oiseau du lac. Oui, nous sommes devant la vitrine des passereaux et je vous présente le plus petit oiseau qu'on a en Europe, c'est le troglodyte mignon. Le troglodyte mignon est vraiment un oiseau très très petit. Il fait 5 cm du bout du bec au bout de la queue, si je dis pas de bêtises. Il y en a beaucoup chez moi, mais c'est à peu près l'un des oiseaux les plus difficiles du monde à photographier à mes yeux. Parce qu'ils sont vraiment très très vifs. Ils restent rarement posés plus de quelques secondes au même endroit. Et ils ont un chant qui est vraiment très très puissant par rapport à leur taille. Alors que certaines mésanges qui font facilement le double, voire le triple de leur taille, ont un chant plutôt délicat. Lui, il a vraiment un chant très puissant. Oui, nous sommes au niveau de la galerie des rapaces. Il y a quand même une grande variété de rapaces en Suisse. Qui vont du petit faucon, qui font une trentaine de centimètres de long, aux gros aigles, qui en font plus de 70. Les rapaces en Suisse ont eu, comme à beaucoup d'endroits, beaucoup de difficultés avec les agriculteurs qui les ont longtemps pourchassés et persécutés, au même titre que tout ce qui est oiseaux de nuit, style chouette et hibou, pour des raisons de nouveau de religion et de choses comme ça, parce que c'était des envoyés du diable, des conneries. Voilà. Et malheureusement, le fait que ces oiseaux ont été persécutés, ils se sont rendus compte que les rongeurs attaquaient beaucoup plus ces cultures. Étant donné qu'il y a moins de rapaces, il y a plus de rongeurs. Après, bon, moi je ne suis pas un grand connaisseur de rapaces. Donc une erreur que je fais régulièrement, c'est appeler tous les rapaces que je vois des buses. Alors que les buses sont les deux que nous voyons à l'image là. Bon, il y a la buse variable et la buse patus. D'accord. Bon, je connaissais même pas leur vrai nom. Bon, comme on est lundi, je suis le seul client, la seule personne extérieure au musée. Mais le fait est que le musée ne ferme jamais vraiment à 100%. Il y a toujours des gens qui travaillent, des gens qui circulent. Donc ça me fait un environnement que je trouve vraiment très stressant. Étant donné que bon, je suis un humble amateur, alors quand il y a des professionnels qui me surveillent, entre guillemets, qui passent régulièrement en mode je suis en train de faire quelque chose mais je viens voir ce que tu fais, ça me stresse de ouf. Donc j'espère que la vidéo va quand même être de qualité et quand même vous plaire, parce qu'en fait je suis stressé mais comme rarement. Bon, je vous présente un grand tétras. Les grands tétras sont les plus grands oiseaux forestiers que nous avons en Europe. Donc bon, comprenez les oiseaux qui vivent au sol dans nos forêts. Le grand tétras est en voie d'extinction, ou l'a été, étant donné que c'était un très gros oiseau qui était relativement facile à chasser. Bon, malheureusement, il est un peu en contre-jour à cause de l'éclairage du musée. Bon, étant donné qu'il est derrière une vitre, je ne peux pas prendre un meilleur angle. Bon, il y a une chose que je voulais vous montrer, bon, c'est plutôt drôle, mais voilà. C'est en fait les canards, quand tu les regardes de face, ils ont l'air complètement stupides. Alors que quand ils tournent la tête et que c'est sur le côté, ils ont l'air plutôt intelligents. Je vous montrerai 2-3 photos pour illustrer mes propos. Car c'est une chose que j'ai remarqué, comme j'ai fait beaucoup de photos de canards au bord du lac. Nous sommes devant la vitrine des apodiformes, des colombiformes et des coucouliformes. Bon, comprenez les hirondelles, les pigeons et tourterelles, et les coucous. Bon, les tourterelles, les hirondelles sont des oiseaux qui ont tendance à revenir en force ces dernières années, comme on les protège, on favorise leur environnement en gardant de vieilles granges, en arrêtant de détruire leur nid. Mais c'est une espèce qui était en voie de disparition à un moment où on en voyait vraiment plus beaucoup. D'ailleurs, mes grands-parents en parlaient régulièrement, comme quoi oui, c'est dommage, on voit plus les colons, Ah mais j'y arriverai pas avec les hirondelles. Hein. Donc voilà, c'est une espèce qui est en train de revenir en force, comme on les protège beaucoup. À côté, nous avons tout ce qui est pigeon. Donc bon, notre habituel pigeon domestique qu'on se fout régulièrement de sa gueule, comme bon, on les considère comme étant des oiseaux un peu cons. Une chose qui est amusante, comme il y a toujours des chercheurs qui cherchent des choses sur tout et n'importe quoi, et qui d'ailleurs ils ont raison, que c'est comme ça qu'on découvre des choses intéressantes. Mais les pigeons, qui est un oiseau qui fait dans les alentours de 500 grammes quand il ressemble à celui qui est dans la vitrine,
ont quand même une poussée au décollage. Le premier battement d'aile pour se décoller du sol, il faut une poussée de 11 kg, ce qui est tout à fait énorme pour un oiseau de cette taille. Donc ce genre d'informations, j'en ai pas trouvé pour des oiseaux plus gros, mais je me dis que pour un cygne, qui est un oiseau qui fait dans les 10-15 kg, ça doit être tout à fait impressionnant la poussée qu'ils ont au décollage avec leurs ailes. En haut, bon, nous avons pigeons ramiers et pigeons colombins. Bon, les pigeons colombins, je les connais pas vraiment, donc je vais pas vous en parler. Mais les tourterelles, les pigeons ramiers, ce sont des oiseaux qu'on voit régulièrement. Ce sont des sortes de gros pigeons, ils font à peu près le double des pigeons domestiques. Ils sont un peu plus craintifs, on les voit moins souvent en ville. Bon, moi qui habite à la campagne, j'en vois régulièrement. Après, nous avons également la tourterelle turque. C'est ces petits pigeons qui sont très fins, très élancés, qu'on voit régulièrement en ville. La chose qui est étonnante, c'est que les tourterelles turques, on n'en trouve pas beaucoup en Turquie en fait. Contrairement à leur nom, bon, elles sont plus originaires des Balkans. Après, on en a aussi dans notre région quelques-unes. Et nous avons la tourterelle des bois, qui est une variété que je n'ai jamais vue dans la nature. Ensuite, nous avons tout ce qui est coucou. Les coucous, vous savez, c'est ces oiseaux qui pondent leurs œufs dans le nid d'un autre oiseau. Donc la chose qui est amusante, c'est que régulièrement, ils pondent leurs œufs dans des nids de petits oiseaux, des passereaux, dans genre des mésanges, des rouges-gorges. Et donc ça donne des photos un petit peu inhabituelles où on voit un tout petit oiseau nourrir un très gros petit. Comme les coucous sont des oiseaux qui font une certaine taille par rapport aux nids dans lesquels ils squattent. Et pour pas se faire griller quand ils pondent un œuf dans le nid d'une autre espèce, ils en enlèvent un. Parce que bon, évidemment, la femelle ou le mâle qui couve les œufs, comme en général les oiseaux échangent le rôle de temps en temps pour qu'un puisse aller s'alimenter et tout, ils en dégagent un des œufs qui étaient là avant pour pouvoir pondre le leur, pour pas que le leur se fasse dégager. Après, on sait tous que bon, le coucou fait ça, mais apparemment il y a quand même des coucous qui élèvent leurs propres petits. Bon, nous sommes devant la vitrine des oiseaux poissivores, donc des oiseaux qui mangent du poisson. Si je ne dis pas de bêtises, tous les oiseaux dans cette vitrine mangent du poisson. Donc bon, nous avons la cigogne, qui est un oiseau que l'on trouve quand même régulièrement en Suisse, même si c'est un oiseau migrateur. Elle passe l'hiver en Afrique, l'été par chez nous, elle niche. C'est ces gros nids qu'on voit régulièrement sur des toits, des gros amoncellements de branches. Bon, après nous avons tout ce qui est rond, et nous avons les grès pupés, qui est un oiseau que je trouve fort amusant, où j'ai pris pas mal de photos également. Je vous en mettrai quelques-unes, car j'ai réussi à prendre une photo d'un petit sur le dos de leurs parents, c'est vraiment super. Donc bon, je vais pas vous en parler plus, comme j'ai pas une grande connaissance de ces oiseaux. Oui, lors de la première vidéo, j'avais tout fait pour essayer de vous montrer un castor à la réserve naturelle. Malheureusement, j'en avais pas trouvé, bon, c'est peut-être pas de ma faute, étant donné que c'est peut-être le temps. D'après des gens avec qui j'ai parlé, les castors ne sortent pas s'ils font trop chaud. Donc bon, voilà, je vous en montre un, il est naturalisé, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Bon, parmi les reptiles qu'on a en Europe, on a l'orvet, qui est un lézard sans pattes. C'est à peu près étonnant, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi c'est classé parmi les lézards et pas parmi les serpents, étant donné qu'il n'a pas de pattes et qu'il ressemble parfaitement à un serpent. Bon, étant donné que c'est des copies en plastique, là, ce n'est pas des lézards ou des serpents naturalisés, je vous montrerai des photos que j'ai prises moi. Donc ici, nous avons les lézards verts, qui sont les plus grands lézards européens, comme je vous disais dans la première vidéo. Après, bon, nous avons tout ce qui est lézard des murailles. Là aussi, je vous mettrai une ou deux photos pour que vous puissiez mieux les voir. Après, nous avons la couleuvre, qui est plus grosse que la vipère. Les couleuvres ne sont pas venimeuses. Malgré cela, elles sont quand même agressives si on les tétille. En Suisse, nous avons quand même une grande variété de papillons de nuit. Malgré le fait que on les connaît pas vraiment, on les voit pas beaucoup. Beaucoup des variétés qui sont présentes dans ce tableau, nous ne les connaissons pas. Donc nous avons entre autres le sphinx à tête de mort qui est là. Je ne sais pas du tout si on va le voir correctement sur l'image, mais en fait elle a une sorte de petite tête de mort sur le dos. C'est l'une des plus grosses chenilles que j'ai vues dans ma vie. Le papillon lui-même en vrai je ne l'ai jamais vu. J'ai déjà vu la chenille, c'est vraiment une très grosse chenille qui font entre 5 et 10 cm, qui sont vertes. Et une chose qui est très impressionnante, c'est quand elles embêtent,
Il y a deux sortes de cornes rouges qui sortent de leur tête, qui sont des méthodes d'intimidation. Et elles peuvent aussi vous cracher une sorte de liquide rouge, plutôt qui tache vraiment beaucoup, qui ressemble un peu au sang, qui a pour but de faire fuir leur agresseur. Donc après, bon, nous avons toutes les variétés de papillons. Le sphinx à tête de mort et ses collègues à côté sont quand même des gros papillons. Ce sont des papillons qui doivent faire à peu près 10 cm de diamètre. Après, on a plus l'habitude des petits dans ce genre-là. Ceux qui viennent nous embêter dès qu'on allume la lumière. Bon, comme je vous disais, il y avait beaucoup d'insectes qui étaient naturalisés. Je ne vais pas tous vous les montrer, étant donné bon, je les connais pas tous et ils sont pas tous d'intérêt non plus. Je vais juste vous parler du plus gros scarabée qu'on a en Europe, qui est le cerf-volant. Le cerf-volant est un insecte qui fait dans les 7 cm de long, je dirais. Et en fait, c'est un insecte qui a, comme tous les scarabées, la possibilité de voler. Et quand on en voit voler, bon, à Genève, on n'en voit pas beaucoup, mais dans le Tessin, en Suisse italienne, on en voit vraiment pas mal quand on est en forêt. Et en fait, quand ça vole, ça fait un bourdonnement d'enfer, je dirais qu'il y a un hélicoptère qui arrive. Et ça fait plutôt bizarre de voir débarquer un insecte qui fait dans les 7 cm en train de voler, surtout avec les deux grosses cornes. Après bon, nous avons des teignes, nous avons tout ce qui est scarabée, scarabée bousier. Donc bon, moi je vous laisserai venir découvrir, étant donné que bon, il y en a beaucoup, je les connais pas tous, je vais pas tous vous les présenter, c'est comme les oiseaux. Bon, nous avons une montre religieuse là, qui est un insecte vraiment très intéressant. J'en ai déjà eu une en tant que, entre guillemets, animal de compagnie que j'avais récupéré et que je nourrissais à coups de mouche. C'est vraiment un insecte qui est très intéressant. J'essaierai de vous trouver des photos, qui ne seront pas de moi malheureusement, de montres religieuses en position défensive. Car en fait, bon, les femelles peuvent voler, les mâles non. Et les femelles ont des postures défensives très impressionnantes avec les ailes, elles les déploient, elles prennent des postures un peu particulières pour intimider l'adversaire, pour pas qu'elle les attaque. C'est vraiment des photos qui en règle générale sont très impressionnantes pour un insecte qui fait dans les 7 cm. Bon, elles font à peu près la même taille que les cerfs-volants que je vous ai montré tout à l'heure. Mais étant donné qu'elles sont beaucoup plus fines, on ne les considère pas comme étant les plus gros animaux, les plus gros insectes d'Europe. En sachant aussi que le plus gros insecte d'Europe est un papillon, normalement. Je ne crois pas qu'il y en a un ici exposé. Mais c'est un papillon de nuit qui fait, je crois, 20 cm avec les ailes déployées. C'est vraiment un très gros papillon. Après, bon, nous avons également tout ce qui est sauterelle et criquet dans cette vitrine. La différence entre une sauterelle et un criquet, si je dis pas de bêtises, c'est que les criquets ont des ailes, comme on peut voir sur cette photo. Et les sauterelles ont juste des pattes super musclées et peuvent sauter super loin. Ah oui, une chose que j'ai également oubliée sur les montres religieuses, c'est que les montres religieuses, on connaît tous la légende comme quoi elles mangent leur mâle. Bah en fait, dans la nature, ça se vérifie pas vraiment cette légende. Comme la plupart du temps, le mâle elle a quand même la possibilité de s'enfuir. Après, cette légende est née comme en général en captivité lors des reproductions. Dans à peu près 100% des cas, la femelle mange le mâle. Comme il n'a pas la possibilité de s'enfuir, comme il est dans le même vivarium. On a également ici les perce-oreilles. Je lève tout de suite la légende comme quoi les perce-oreilles percent les oreilles. Leur nom vient en fait de la forme de leur queue, qui est en fait très proche de l'ancien outil que les médecins, je ne sais pas du tout si c'était les médecins, mais bon bref, que les médecins utilisaient pour percer les oreilles. Mais cet appendice à l'arrière est mou, il n'est pas vraiment dur, il ne peut pas vous pincer avec. Donc voilà, il y a la légende comme quoi ils peuvent vous percer les oreilles, c'est vraiment une légende. Nous sommes devant une chose qui s'appelle un diorama. Je ne savais pas du tout que ces représentations d'animaux qui représentent leur environnement, comment ils vivent, avec la végétation et tout ça, s'appelait un diorama. Je l'ai appris lorsque je préparais ce tournage. Nous sommes devant une vitrine qui représente des animaux dans leur version originale, sans la mutation de l'albinisme. Et de l'autre côté, donc, la version mutante. L'albinisme est dû à une mutation d'un gène qui font la couleur de la peau. Ouais, étant donné la couleur de la peau va de pair avec la couleur des plumes ou la couleur des poils.
L'albinisme peut toucher toutes les espèces animales à ma connaissance. Donc il existe aussi bien des humains albinos que des écureuils albinos. Bon, je vous ai montré seulement une partie de ce qu'il y avait dans la galerie des espèces de la région. Comme il y a beaucoup de dioramas qui représentent les espèces dans leur environnement ou qui les mettent en situation, donc je ne vais pas tous vous les montrer non plus, parce que sinon ça sert à rien que vous veniez. Donc moi, le musée, je le conseille vraiment à tous les parents, parce que ça permet vraiment d'éduquer vos enfants, de faire une sortie, aussi bien s'il fait beau que s'il fait mauvais. Bon, parce qu'en temps de pluie, on est à l'intérieur, c'est sympa, et s'il fait beau, le bâtiment est quand même plutôt frais. Donc bon, si vous ne voulez pas souffrir de la chaleur, vous pouvez vous cacher un peu, c'est pas mal. Après, bon là je vais pas tarder à finir cette première partie de la visite du musée. Étant donné que nous sommes un lundi, ils ferment un peu plus tôt, comme normalement ils sont fermés à 100%. Donc je vais pas tarder à devoir y aller. Donc bon, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine partie de cette vidéo. Normalement il y aura d'abord une vidéo sur sur le musée d'ethnographie avant la suite de celle-là. Étant donné que normalement les autorisations de tournage sont uniquement pour le lundi, je ne pourrai pas revenir tout de suite. Donc moi je vous dis à prochainement pour la vidéo sur le musée d'ethnographie. Bon les gens, c'est la fin de la première partie sur le musée d'histoire naturelle. J'ai pu vous montrer pas mal de choses dans la galerie des animaux européens. Bon, étant donné, comme je disais au début de vidéo, je n'avais accès qu'à une seule galerie à la fois, je vais donc vous faire certainement une voire deux autres vidéos sur le musée, étant donné qu'il y a deux autres galeries. Je ne sais pas trop pourquoi aujourd'hui, j'étais pas super à l'aise, j'avais de la peine à trouver mes mots, à vous expliquer les choses correctement et de façon claire et intéressante. Donc j'espère que la vidéo vous plaira quand même. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager en masse. Si elle vous a déplu, laissez un commentaire pour me dire pourquoi, ce qu'il faudrait que je change, quelle connerie j'ai faite, car c'est comme ça que je vais faire évoluer mes vidéos. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à liker la page Facebook, à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu. Et merci. A plus les gens.